Ours, loup, lynx, comment vivre avec le monde sauvage à nos portes. Ce sont là les 3 grands carnivores présents en France, dont la conservation est encadrée par des plans nationaux, mais pour lesquels la question de la coexistence reste visiblement posée dans notre société. Entre les écologues, les scientifiques, les ONG, les éleveurs, agriculteurs, chasseurs ou encore les élus, les positions diffèrent et nourrissent des débats sur la protection à assurer à ces animaux sauvages. Où en est-on de l'état de ces espèces sur le territoire français? Quelle législation et réglementation les encadrent aujourd'hui? La relation aux sauvages a-t-elle évolué dans notre rapport au monde vivant? Quel équilibre, quelle coexistence harmonieuse devrions-nous atteindre pour le meilleur? En un mot, comment vivre avec eux sur un territoire en partage. Avec nous, Perrine Mouterde. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde à la rédaction des pages Planète et vous venez de faire paraître une enquête sur la situation des ours en Roumanie, le pays d'Europe qui a la plus forte population de plantigrades et où les relations avec les humains se tendent. Vous allez nous en parler dans un instant. Farid Benamou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, chercheur associé au laboratoire Ruralité, enseignant en classe préparatoire, spécialiste des conflits autour de la conservation du loup et de l'ours. Avec nous également Gilles Moine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur et co-créateur du centre Athénas, un centre de soins pour la faune sauvage, et vous êtes spécialisé dans la réhabilitation et le suivi du lynx boréal. Et enfin Nicolas Jean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint à la direction des grands prédateurs terrestres à l'Office français de la biodiversité, l'OFB, et vous êtes coordinateur de la brigade loup et ours. Merci à vous tous d'être avec nous et puis bienvenue à nos auditeurs, nos auditrices dans le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, préparé par Corinne Amar, Jana Grappard et Célestine Babinet, avec la collaboration de Vanessa Chang, sans oublier Pierre Pinault de l'INA et puis les équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique ce soir Jordan Fuentes. Donc on voit l'ours qui remonte, ça c'était juste au départ. Ça représente le sauvage en fait, qui est encore sauvegardé, que l'homme n'a pas touché. Mais c'est incroyable ce qui se passe là. Rien que d'y repenser, je tremble un peu. Bah ouais, ça fait des frissons, des palpitations, on a le cœur qui bat la chamade, c'est une montée d'adrénaline. Ça fait partie des grands moments, je pense que j'ai eu une chance incroyable. Mais sur les estives, le son de cloche est différent. À 2200 mètres d'altitude, tout l'été, ces 1700 brebis sont gardées par Pablo Garcia, mais le troupeau s'amenuise. La dernière attaque, c'était il y a 3 jours. On a eu un lot de brebis là, qui était un peu plus bas que les autres. Il y avait 3 brebis qui avaient un gros trou au gigot et une autre avec des grosses traces de griffes. Là. Pour le berger, aucun doute sur le responsable. L'ours qui laisse des traces. Une prédation devenue insupportable pour lui. Ici, il y a encore quelques années, le berger d'avant, il avait 1 manquante, 10 manquantes, 20 manquantes, grand maximum dans l'été. Et bien maintenant, on est à 80 ou 100 manquantes. Reportage diffusé sur France 2 dans le journal de 20h du 3 septembre 2023. La présence de l'ours divise en France et ailleurs. Perrine Mouterde, vous êtes de retour de Roumanie. Précisément, vous étiez du côté de la ville de Prédeal, c'est ça, au cœur de la forêt? C'est ça. Alors dites-nous, parce que c'est le pays d'Europe qui a le plus d'ours, la coexistence est-elle devenue difficile? Oui, alors la Roumanie, c'est vrai que c'est un pays qui a encore de très vastes espaces naturels et donc tous les grands mammifères et beaucoup d'ours, des milliers d'ours. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a vu que les tensions s'aggravaient. Et d'ailleurs, il y a des chiffres officiels qui montrent qu'il y a eu une recrudescence des attaques, donc évidemment avant tout sur l'élevage, mais il y a aussi eu plus d'attaques mortelles concernant des humains. Et il y a eu notamment une attaque il y a à peu près 1 an tout juste, visant une jeune femme de 19 ans qui randonnait dans la montagne et selon les services de secours et son petit ami qui était avec elle, elle a été attaquée, elle a chuté dans un ravin et il y a eu des photographies qui ont circulé et en tout cas ça a vraiment bouleversé l'opinion, ça a beaucoup marqué et dans la foulée, le Parlement roumain a voté une loi pour augmenter assez significativement le quota d'abattage d'ours. Et donc tout ça a relancé toute la polémique sur le rôle de la chasse, aussi pour réguler les espèces. Et les scientifiques
les scientifiques sont un peu montés au créneau pour dire, en fait, nous, on n'est pas forcément contre tuer un certain nombre d'ours, ce qui pose problème, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique de prévention et que la seule façon de faire aujourd'hui pour le gouvernement roumain, c'est de tuer des ours et d'augmenter le quota, et ça ne va pas marcher pour améliorer la coexistence. Et alors, il y a beaucoup de raisons qui expliquent cette montée des tensions. J'allais vous poser la question. Ouais, donc il y a évidemment sans doute une hausse probable de la population. Il y a de plus en plus d'ours. Il y a aussi le fait qu'on va de plus en plus dans les forêts, donc qu'on pénètre dans leur habitat avec les coupes de bois, les infrastructures, les activités, la récolte de myrtilles. Il y a une très forte récolte de baies de myrtilles en Roumanie. Il y a aussi le rôle des médias. Il y a des études qui ont montré que les médias publiaient de plus en plus d'articles à connotation négative sur les ours, même quand il n'y avait pas forcément de dégâts, et que ça jouait. Et puis il y a aussi la question du comportement des populations, avec il y a des routes très touristiques où finalement les gens y vont, ils savent qu'il y aura des ours et donc ils s'arrêtent, ils ouvrent la fenêtre et ils les nourrissent. Exactement, ils leur donnent à manger. Et donc ça les attire. Exactement, et surtout ils s'habituent à ce comportement et donc du coup ils cherchent à aller vers les villes. Et puis il y a toute la question des poubelles, en fait, où comme il y a des villes qui sont vraiment au milieu des forêts, s'il y a des poubelles ouvertes, en fait les ours ils vont pour se nourrir. Pour trouver la nourriture. Et on peut aussi préciser peut-être la période d'hibernation moins longue en raison du réchauffement climatique dans certains secteurs, ce qui peut aussi expliquer cette augmentation d'attaques d'ours. Une histoire qui n'est pas sans faire écho à d'autres, en France notamment. Alors tentons de dresser un état des lieux de la présence de ce sauvage en France et en Europe avec ces 3 espèces, loup, ours, lynx. Nicolas Jean, vous pouvez peut-être commencer. Ce sont des espèces qui avaient disparu de nos territoires et qui sont revenues ou ont été réintroduites. On peut peut-être expliquer tout cela aussi. Oui, alors effectivement, ce sont 3 espèces qui ont une histoire différente en France. Si on commence par l'ours, c'est un animal qui n'a jamais véritablement disparu des montagnes françaises. Bon, il était présent sur tout le territoire français au XVIIIe siècle. Et l'espèce a fortement régressé au début du XIXe siècle. Elle n'était présente plus que dans les Alpes et dans les Pyrénées. Les derniers ours ont disparu des Alpes dans les années 30. Et il restait une population relictuelle sur le massif pyrénéen avec une poignée d'ours, ils étaient 6 au dernier recensement, donc au début des années 80. S'en est suivi une opération de réintroduction à partir d'ours en provenance de Slovénie, population européenne et qui présente des similitudes génétiques et qui a permis donc de reconstituer cette population qui aujourd'hui est franco-espagnole et qui compte une centaine d'individus divisés en 2 noyaux. Un noyau dans les Pyrénées occidentales avec un faible nombre d'animaux et l'essentiel de la population pyrénéenne qui est constituée donc sur le noyau des Pyrénées centrales avec à peu près 90 ours. Pour le lynx, l'histoire est différente puisque l'espèce a également été fortement exterminé par l'homme, jusqu'à disparaître, pareil, au début du XXe siècle. Et donc là, le retour du lynx sur nos territoires est le fruit de plusieurs opérations de réintroduction qui ont été initiées au début des années 80 en France, mais surtout grâce à des opérations qui ont été initiées en Suisse à la fin des années 70 et qui ont permis au lynx de retrouver sa place dans nos forêts. Alors la situation du lynx est encore précaire puisque l'espèce est présente que sur 3 noyaux actuellement en France. Le noyau principal, c'est le massif du Jura et on a également 2 noyaux actifs dans les Alpes du Nord et dans le massif des Vosges. D'accord. Donc voilà une population qui est en légère expansion ces dernières années. Et enfin le loup qui lui a fait son retour en France après une extermination là encore au début du XXe siècle et dans les années 20, années 30. Et la population de loup qui elle est revenue naturellement, par contre elle n'est pas issue d'opérations de translocation ou réintroduction. Et c'est un retour qui s'est fait depuis les populations italiennes via les massifs alpins du sud. Et donc l'espèce est de retour depuis le début des années 90 et aujourd'hui on a une population qui est bien implantée avec plus d'1 millier d'individus répartis sur une 50aine de départements. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de ces 3 espèces. Alors je me tourne vers Farid Benamou d'abord et ensuite Gilles Moine. Peut-être, messieurs, vous avez envie de compléter, Farid Benamou ?
Oui, et ce qu'il faut préciser par exemple pour le loup, c'est que maintenant, comme il vient d'être dit, une cinquantaine de départements et avec des apparitions maintenant tout azimut un peu partout en France. D'autant qu'il y a une deuxième provenance naturelle qui est issue du noyau germano-polonais. Il faut voir qu'à partir des années 2000, il y a une population de loups en provenance de Pologne qui commence à s'étendre à toute l'Allemagne. Et depuis quelques années, depuis les années 2020 à peu près, eh bien Mm. cette population arrive maintenant en France. Elle a été identifiée à plusieurs endroits. En région parisienne, un loup a été retrouvé mort. Il est présent actuellement en Bretagne, sur le plateau de Mille Vaches, etc., Oui. etc. Mm. Et pour les ours? Et pour les ours, eh bien, en effet, comme ça a été dit, on avait donc le noyau. Alors, une précision par rapport à la réintroduction. La réintroduction a été faite, n'a pas été faite dans la zone où il y avait les derniers ours. Les derniers ours, comme ça a été évoqué, en effet, qui ont survécu, qui survivaient hein, jusqu'au début des années 2000. C'est-à-dire que la dernière femelle, elle se fait tuer en 2004, hein, 2004. Canel, ça avait Voilà, vraiment choqué Canel. aussi l'opinion publique. Exactement. Eh bien, en fait, les réintroductions qui, elles, ont débuté bien avant, c'est-à-dire en 96-97, d'abord en 96-97, 2 femelles et un mâle, puis en 2006, 5 individus, et puis une petite aussi côté espagnol en 2016. Elles ont été faites dans les Pyrénées centrales. Pourquoi dans les Pyrénées centrales et pas dans le Béarn? Parce qu'en fait, dans le Béarn, il y avait un blocage politique et géopolitique à cause d'acteurs locaux et aussi appuyé par on va dire certains services de l'agriculture pour faire simple. Oui. Et là où le contexte était favorable, c'était dans les Pyrénées centrales. Et puis en 2018, là où, quand le contexte est devenu plus favorable en Béarn, eh ben en 2018, il y a eu 2 femelles qui ont été lâchées dans le bastion historique, toujours issu de femelles de Slovénie. Mais là, entre-temps, donc la population était en voie de s'éteindre puisqu'il restait en fait qu'un individu avec moitié des origines pyrénéennes, c'est l'ourson de Canel, qu'on a surnommé Canelito, mais son père, lui, était un jeune mâle qui était venu des Pyrénées centrales d'origine slovène. D'accord. Donc aujourd'hui, à peu près, combien d'ours en France? 70, 80? Eh ben, ça a été dit. Non, Ouais. on est alors au dernier Un peu recensement, on est plus? plutôt autour d'une centaine D'accord. sur toute la chaîne. On est D'accord. autour d'une centaine, ouais. D'accord. Gilles Moine, pour les lynx, dites-nous aussi peut-être comment on reconnaît leur présence, comment on étudie ces populations, puisqu'avec l'association Athénas, vous avez mis en place des dispositifs qui sont intéressants peut-être à mentionner avant de s'intéresser justement à la façon de suivre aussi les loups et les ours. Oui, alors tout d'abord, pour reparler du retour du lynx, Oui. après un siècle de disparition, c'est grâce aux réintroductions suisses qui ont consisté en le relâcher de environ 15 individus que la population franco-suisse s'est reconstituée. Il y a eu ensuite une vingtaine de relâchés dans les Vosges, ce qui aboutit à la formation d'une population qui elle-même a à nouveau disparu un siècle après sa première disparition, sous l'effet du braconnage, en raison d'une mauvaise acceptation et d'une mauvaise préparation de ces relâchés. Donc on s'est retrouvé, si vous voulez, on est actuellement dans une situation, à 50 ans après la réapparition du lynx, on est dans une situation où la population commence à peine à croître après une période de stagnation, voire même localement, dans certaines zones, de régression, sous l'effet de divers facteurs dont on pourra reparler plus tard. Concernant le loup, effectivement, on a comme l'a évoqué Farid, on a une dynamique de population tout à fait différente avec deux origines, dont la deuxième s'est révélée un peu plus tardivement, l'origine, disons, nordique. Et puis, concernant le loup, ce qu'il faut préciser, puisque c'est ce qu'a mentionné l'association Ours AD, même si les effectifs augmentent, il ne faut pas que ça nous aveugle. L'ours souffre d'un grave déficit génétique, une forte consanguinité qui menace gravement sa population. Oui, nous allons parler justement de l'état des lieux et puis de savoir si ces espèces sont toujours en danger. Auparavant, je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 3 Poitiers le 18 septembre 2023. Il y est question justement des suivis des espèces. Un loup aurait-il rôdé dans la Vienne en avril dernier? C'est en tout cas ce que pense cet éleveur ovin. Victime d'une attaque de son troupeau, il a retrouvé 2 de ses brebis mortes. Pour autant, l'hypothèse reste difficile à confirmer. On a fait venir l'OFB qui a reconnu qu'effectivement, là, le loup pouvait ne pas être exclu, selon leurs termes.
sachant que pour nous assurer que c'est un loup, il faudrait trouver des poils ou des crottes ou arriver à prendre une image du loup en question. Donc chose qu'on n'a pas réussi à faire encore à ce jour dans la Vienne. Si les suspicions d'attaque sont fréquentes, à ce jour, la présence de ce canidé dans la Vienne n'a été confirmée que 2 fois. Il y a eu un premier constat, j'irai vers le 28 mars 2021, ça doit être ça, une dépouille de loup qui a été tapée par le train sur la commune de Lattus-Saint-Rémy. Et ensuite, il y a eu une vidéo, pareil, fin novembre, je pense, une vidéo de particuliers qui, en rentrant de chez eux, ont filmé un animal de nuit. Et donc, ça a été confirmé par nos experts. Au niveau morphologique, ça correspondait bien à un loup. France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. Nicolas Jean, peut-être que vous pouvez nous parler justement des façons de faire ces suivis. Alors, est-ce que selon les espèces, les suivis sont différents? Et puis peut-être aussi selon les pays, si on prend la France, mais aussi d'autres pays d'Europe. Alors, le suivi des 3 espèces a plusieurs points communs. Premièrement, ce sont des espèces qu'on va suivre de manière indirecte, bien souvent, puisqu'il est très difficile, voire hasardeux, d'espérer vouloir observer les animaux en nature sans les déranger et de manière certaine. Donc on va avoir recours à plusieurs dispositifs. On va notamment utiliser du piégeage photographique, qui est la pose d'appareils photo qui va pouvoir enregistrer des images sur le terrain. On va également faire du suivi grâce à la génétique, c'est-à-dire qu'on va collecter des échantillons biologiques sur le terrain, donc c'était évoqué dans le reportage. On va rechercher soit des excréments, notamment pour l'ours ou le loup, soit des poils pour l'ours par exemple ou le lynx, avec la mise en place parfois de ce qu'on appelle de pièges à poils, qui sont des dispositifs qui vont permettre d'attirer l'animal, qui va faire du marquage territorial et qui va donc déposer des poils qu'on va ensuite pouvoir soumettre aux analyses génétiques. On va également pouvoir faire des suivis via les traces, soit dans la neige, soit dans la boue. Voilà, tout un panel d'indices qui sont collectés par des réseaux d'observateurs. Donc ce sont des réseaux qui sont pilotés par l'Office français de la biodiversité et qui permettent à tout un chacun de contribuer au suivi de ces espèces et de produire annuellement un état de la conservation des populations de ces 3 espèces. Voilà, donc ce sont des protocoles qui sont normés, qui sont standardisés et qui reposent sur des fondements scientifiques. Et globalement, les mêmes méthodes sont utilisées dans tous les pays européens. Alors après, à des échelles, à des niveaux de fréquences différents. La particularité de la France, c'est de produire, notamment pour l'ours et le loup, chaque année une évaluation de l'état de la population, à la fois en termes d'aire de présence détectée, mais également en termes d'effectifs, et notamment l'évaluation de certains paramètres démographiques, tels que les taux de survie, voilà des indicateurs qui sont particulièrement intéressants pour comprendre un peu la dynamique de population et surtout éclairer les décisions publiques sur la gestion de ces espèces. Pour le lynx, c'est un petit peu différent parce qu'on ne fait pas de suivi de population en termes d'effectifs, mais on travaille sur l'aire de présence et la connectivité aussi, qui est un sujet très, très important, mais je pense qu'on va l'évoquer dans la suite de nos débats, à savoir est-ce que les populations sont connectées entre elles, est-ce que les individus peuvent ainsi contribuer à une dynamique positive de recrutement, de reproduction. Oui, non, juste pour préciser que chaque année, en fait, quand l'OFB publie la nouvelle estimation de la population de loups, c'est un événement c'est un moment en tout cas qui est attendu et scruté par les éleveurs, notamment par les syndicats agricoles, par les associations de protection de l'environnement, parce que en fait, c'est sur ces estimations-là c'est à partir de cette estimation qu'est défini le nombre de loups qui peut être tué dans l'année. Donc en fait, il y a un très fort enjeu. Donc Nicolas Jean a très bien expliqué le fondement scientifique, mais très souvent les syndicats agricoles contestent. Il y a un enjeu derrière ces estimations qui est très fort et qui est une source de conflit d'ailleurs. Mais oui. Gilles Moine. Oui, en fait, en termes de suivi, effectivement, pour ce qui concerne le lynx, c'est un suivi opportuniste qui peut être éventuellement amélioré par du suivi GPS tel que nous le menons sur les individus que nous relâchons, où là, on peut avoir la possibilité de suivre, de marquer à la culotte, si je peux dire, de suivre à l'heure près un lynx pendant une année complète. Donc ça nous donne des informations tout à fait incomparables sur sa façon d'occuper l'espace, sur son régime alimentaire, et puis sur sa façon également d'utiliser les connectivités ou d'être arrêté par certains obstacles, certaines infrastructures humaines. Donc ça nous permet, par exemple, de collaborer avec certains aménageurs ou certains gestionnaires d'infrastructures pour améliorer la situation.
Et Farid Benamou, je me tourne vers vous parce que c'est vrai que on se pose aussi la question de leur reproduction puisqu'on parle des effectifs. Ces espèces sauvages, ces 3 espèces sauvages, ont-elles une forte reproduction ou cette reproduction finalement, elle n'est pas si importante et elle peut être même fragilisée par des dérangements ou des infrastructures humaines? Oui, alors déjà, ça dépend des espèces. Il est clair que l'espèce la plus dynamique en termes de reproduction, c'est le loup, donc un animal social qui vit en meute autour d'un couple familial, d'un couple donc reproducteur, le mâle et la femelle, qui normalement, si tout se passe bien, peuvent se reproduire et faire une portée tous les ans. Et donc une meute va être entre 3 et 5, 6, parfois plus d'individus. Et en fait, ce qu'il faut bien savoir, tout à l'heure, il était question de régulation de ces prédateurs, de ces carnivores. En fait, il faut bien savoir que ces animaux, à la tête de la chaîne alimentaire, se régulent d'eux-mêmes. Hein. Oui. C'est la quantité de nourriture qui va les réguler. Donc le loup est clairement le plus dynamique. Alors il faut bien savoir qu'on estime par an, grosso modo, une trentaine de pourcents, mais Nicolas Jean pourra également repréciser, en sachant que, et on en reparlera aussi, il y a presque 20% qui est dédié à l'élimination. Ça, c'est un point très très important et qui d'ailleurs, depuis quelques années, peut vraisemblablement être à l'origine du léger déclin qu'on a constaté avec le dernier recensement, chose qu'on n'avait jamais constatée jusque-là. Pour l'ours, c'est différent, les dynamiques sont moins fortes, hein, puisque dans le meilleur des cas, une femelle ours va se reproduire tous les 2 ans, donc les dynamiques sont beaucoup moindres. Et en plus, contrairement au loup, qui peut coloniser par bond, notamment grâce à des individus colonisateurs qui peuvent faire plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, l'ours est une espèce philopatrique, c'est-à-dire que en fait, les femelles, qui sont déterminantes dans la colonisation, vont s'étendre en taches d'huile. Les mâles, eux, peuvent aller très loin, mais les mâles tout seuls pas coloniser et pérenniser une population. Et voilà. Et je crois, et mes collègues vous préciseront, et je crois que pour le lynx, c'est un peu du même ordre. Donc c'est pour ça que on n'a pas des dynamiques de colonisation qui sont les mêmes, et clairement, c'est le loup qui est le plus dynamique. Ah oui. Gilles Moine, rapidement pour le lynx. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est une colonisation en tache d'huile avec de forts impacts des infrastructures qui sont vraiment des empêchements de coloniser. Et si on ajoute à ça la surmortalité qu'on peut constater sur le massif dans le noyau central de la population, c'est ce qui explique le fait que la population de lynx soit restée si faible pendant plusieurs décennies. Alors on parlait aussi, on commence à avancer sur le sujet, des prélèvements. Nicolas Jean, peut-être que vous pouvez nous rappeler quelle législation les protège ou les régule aujourd'hui, ces 3 espèces? Il y a des plans nationaux, je crois. Oui, tout à fait. Alors, le plan national n'apporte pas de droit en tant que tel. La réglementation, elle est faite à la fois par des textes européens et par des textes français. Donc, les 3 espèces actuellement bénéficient du même statut de protection, puisqu'elles sont protégées par la Convention de Berne, par la directive Habitat et dans le droit français. Donc ce sont des espèces strictement protégées pour lesquelles il peut exister des procédures dérogatoires de destruction. C'est ce qui est mis en place pour le loup, notamment pour espérer gérer la prédation sur les troupeaux. Et donc à titre dérogatoire, pour le loup, il peut être prélevé des animaux. Donc les animaux peuvent être abattus lors de tirs de défense autour des troupeaux. Et c'est ce qu'évoquait Perrine tout à l'heure. Le nombre de loups pouvant être abattus est déterminé par l'état de la population, et donc forcément chaque année il y a pas mal de polémiques sur ce sujet, parce que pour certains c'est trop et pour d'autres c'est pas suffisant, et donc voilà, on est sur un sujet assez clivant. Et qui décide, Nicolas Jean, des dérogations? Alors, est-ce que ce sont les préfets Alors, dans la mise en pratique, donc ce sont les 2 ministères concernés, à savoir l'écologie et l'agriculture, qui, dans le cadre du PNA, vont décréter le nombre de loups pouvant être prélevés annuellement. Et ensuite, la mise en œuvre sur les territoires, elle est ordonnée par les préfets de département, qui vont donc déployer des tirs de défense autour des troupeaux qui sont victimes d'attaques. Alors, pour les autres, alors, bien sûr. Oui, voilà. Et donc les plans nationaux d'action, donc les 3 espèces bénéficient de plans d'action qui intègrent l'ensemble des procédures et dispositifs qui permettent de favoriser la coexistence entre les activités humaines et la présence de ces espèces. Et bien évidemment, comme ça a été évoqué, le loup connaît une dynamique plutôt favorable en termes de démographie.
bien qu'elle soit particulièrement surveillée ces dernières années. Donc c'est la seule espèce pour laquelle il peut y avoir des prélèvements. Et ensuite, pour le lynx et pour l'ours, on est plutôt sur des actions très conservatoires, hein, puisqu'on a des dynamiques très différentes et des enjeux de conservation à long terme manifestes. Alors des législations nationales mais aussi européennes, Farid Benamou, des décisions politiques récentes prises par l'Union européenne ont abouti à un niveau de protection du loup qui a été abaissé en avril 2025. Vous pouvez peut-être nous en parler. Concrètement, c'était sur une proposition faite le 25 septembre 2024 par Ursula von der Leyen de réviser le statut de protection des loups en Europe. Alors on a parlé du fait qu'elle avait été elle-même touchée dans son cœur, on va dire, puisque un de ses poneys, je crois, avait été tué par un loup. Est-ce que, au-delà du côté sentimental, il n'y a pas aussi un calcul politique, puisque c'est au moment où elle voulait s'assurer aussi des voix pour sa réélection? Oui, en effet. En effet, tout à l'heure, il a été dit qu'on avait affaire à des espèces qui étaient strictement protégées dans le cadre de la directive Habitat, et ce n'est plus le cas du loup puisqu'il est seulement protégé. On raconte l'histoire de comme quoi elle se serait fait manger son poney par un loup en Allemagne. Alors en fait, il faut bien voir que c'est plutôt, comme vous le suggériez, une coalition politique de certains pays et des forces conservatrices plutôt de droite et d'extrême droite, même si au niveau du terrain c'est peut-être un peu plus compliqué que cela, qui font une très très grosse pression pour qu'il y ait ce déclassement de loups. Et d'ailleurs, on est très clairement dans l'incertitude et je suis vraiment toujours assez surpris de voir à quel point les voix politiques, et notamment la ministre de l'Agriculture et les représentations agricoles syndicales au niveau national, présentent l'élimination de loups, la pression à la population de loups, comme une espèce de panacée, de remède miracle qui permettrait de régler la question de la prédation. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'heure actuelle, avant que la protection du loup soit remise en cause, comme elle l'est, eh bien, le statut de strictement protégé permettait des dérogations éliminant jusqu'à presque 20% de la population de loups. Et il faut bien savoir qu'à l'heure actuelle, ça correspond au prélèvement d'une population comme les cerfs, qui sont des espèces chassables. Oui. Et à titre personnel, j'ai un peu de mal à saisir quand on voit parfois les propos un peu va-t-en-guerre des politiques, disant qu'il faut tuer encore plus de loups, vers quoi on peut aller, puisqu'on est allé jusqu'au maximum. Et après, si on va plus loin, en sachant qu'on a constaté là au dernier recensement que pour la première fois, la population de loups, après avoir connu une croissance relativement constante, avait commencé à décliner, là, très clairement, on se demande si on ne va pas aller purement et simplement vers une remise en cause du statut d'espèce protégée. Et quand on suit un petit peu les débats, notamment de certains sénateurs, de certains députés, représentant certains départements comme la Haute-Vienne par exemple, ou d'autres, notamment des fronts de colonisation, eh bien très clairement, ce qui est demandé, c'est que le loup devienne une espèce chassable. Or, et on aura l'occasion sûrement de revenir là-dessus, il n'y a pas de corrélation entre le nombre de loups éliminés et la baisse de la prédation. C'est d'autres facteurs qui interviennent, et notamment la mise en place de mesures de protection. Et oui, nous reviendrons effectivement sur ces questions-là et sur les solutions dans un deuxième temps. Qui veut réagir? Nicolas Jean, Gilles Moine? Oui, Nicolas Jean. Pardon. Oui. Gilles Moine, allez-y. Oui, pardon, je crois qu'il est utile de rappeler que pendant des décennies, on a exterminé des centaines de milliers de renards pour lutter contre la rage, pour des raisons à la fois sanitaires mais surtout majoritairement économiques, et que ça n'a servi à rien, et que ce n'est que grâce à la vaccination que l'on a pu éradiquer la rage. Parce qu'on s'est rendu compte également que ce qui est une des caractéristiques des canidés, le fait de les détruire massivement stimule leur reproduction. Nicolas Jean? Oui, non, juste rajouter que dans le cadre des plans d'action, si on peut développer un petit peu, il y a des budgets qui sont quand même conséquents, qui sont alloués par la France pour favoriser la coexistence entre les activités humaines et la présence des grands prédateurs. Et ces financements veillent notamment à financer des mesures de protection entre guillemets passives, telles que sont les parcs, ou des parcs de contention, des parcs électrifiés, des mesures plus actives avec évidemment l'aide au gardiennage, voire le gardiennage renforcé, les chiens de protection, ainsi que, c'est une particularité française, l'indemnisation des dommages
avec donc un protocole qui là aussi est standardisé, qui est le même pour tous les territoires, alors que selon les pays, dépendamment des régions, les procédures d'indemnisation peuvent être variables. Et là, la France a fait le choix donc d'accompagner financièrement le retour de ces animaux avec des dispositifs qui sont ambitieux, alors qui ne règlent pas tout malheureusement, puisque la prédation est un sujet complexe, et c'est pas de la magie. Il suffit pas de mettre un parc et un chien pour être tranquille. Mais voilà, il y a toute une dynamique et une politique d'accompagnement, et le tir n'est prévu qu'en dernier recours. Et c'est vrai qu'effectivement, on peut assister avec la révision du statut européen, parfois à quelques écarts de discours visant à prôner le tir comme la solution à tous les maux. On sait pertinemment et délibérément que ça ne peut être qu'une mesure complémentaire à la protection des troupeaux, et en aucun cas un substitut, au risque de faire s'effondrer tout le système. On perçoit les conflits aussi, de position des espèces, de ces espèces sauvages. Certaines sont plus sujettes à friction et à opposition, agressivité que d'autres. Le loup notamment, un peu plus que l'ours ou le lynx, mais on va en parler. Est-ce que les peurs sont fondées ou pas fondées? Ça pose quand même la question de la coexistence, et puis surtout le rapport à la culture du sauvage, la relation au vivant dans son ensemble. Question de culture, peut-être probablement posée en France notamment par rapport à d'autres pays comme le Canada ou la Roumanie, où ça se passe peut-être autrement. Je vous propose d'écouter, avant d'en discuter, ce reportage diffusé sur France 3 Poitou le 1er décembre 2021. Alors en fait, on l'a aperçu juste ici. C'est là où on voit sur notre vidéo en fait qu'il nous passe devant la voiture. Il est passé là. Dimanche soir, cette famille a croisé la route d'un loup. Quelques secondes exceptionnelles, riches en émotions. On s'est surtout dit c'est magnifique de pouvoir l'observer, il n'est pas agressif. À aucun moment il a montré signe qu'il voulait attaquer, ou même... il était très calme. Il était très calme, il s'est même limite posé devant la caméra pour qu'on puisse le filmer. Vous voyez, il nous a regardé, on a passé un agréable moment. On voit bien que nous sommes là, Farid Benamou, dans des positions différentes. La perception de certains dans la société française qui ne sont pas au contact direct, peut-être pas comme les éleveurs ou les agriculteurs qui ont une autre position. Il y a les pros, il y a les anti, les détracteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ces conflits que l'on perçoit, et voire même les camps qui existent aujourd'hui? Oui, mais ce qui est intéressant, j'aimerais apporter un complément. Nicolas Jean, il a raison de dire qu'en fait, on se focalise beaucoup sur les conflits, les tensions, et bien sûr, on a raison, mais il y a aussi beaucoup de choses qui fonctionnent et qui marchent, et ça, c'est vrai. La France a investi énormément dans les moyens de protection. C'est un des pays européens qui proportionnellement le fait le plus. Et il y a vraiment des choses qui fonctionnent, chiffres à l'appui, puisque les régions où il y a les plus fortes densités de loups à l'heure actuelle, ce sont les zones où l'élevage ovin progresse le plus. Et là, pour reprendre le cas, alors vous m'avez fait plaisir parce que vous avez mis 2 reportages, et c'est 2 reportages qui se passent chez moi. Ah ben voilà. Et oui, exactement. Et même l'éleveur que vous avez passé tout à l'heure, je le connais très bien, c'est Antoine Laporte-Mani. Je travaille avec lui, et c'est aussi pour vous dire que, vous voyez, un éleveur comme ça, c'est un éleveur qui a la tête sur les épaules, qui sait de quoi il parle, et c'est le cas de beaucoup d'éleveurs. En fait, si vous voulez, on a beaucoup l'écume, c'est-à-dire des représentations syndicales. En plus, on a eu récemment les élections au Champ d'agriculture, donc il y a beaucoup d'agitation et d'instrumentalisation, et ça, on pourra revenir là-dessus, que ce soit sur l'ours, sur le loup, et dans une moindre mesure le lynx. Mais en fait, il y a beaucoup d'acteurs de terrain, et notamment des éleveurs, qui mouillent la chemise, qui font des choses, qui se remettent en question. Et là, Antoine, c'est exactement le cas, puisque lui, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il a investi à titre personnel dans des chiens de protection. Et même si, en effet, on a beaucoup de mesures et de moyens de protection qui sont mis à disposition par les services de l'État, on a aussi beaucoup d'éleveurs qui s'investissent vraiment personnellement pour faire durer leur outil de travail. Et là, puisque vous m'avez... interrogé sur la question des conflits et des tensions qui sont tout à fait réelles, parce que il est très clair que quand le loup arrive, ou comme c'était le cas pour l'ours quand il s'étendait, dans des systèmes qui ont évolué sans grands carnivores, eh bien il est très clair que déjà qu'on a souvent des systèmes et des modèles qui, grands carnivores ou pas grands carnivores, sont déjà des systèmes précaires, comme c'est le cas de la majorité de l'agriculture actuelle,
pour plein d'autres raisons, notamment liées avec la mondialisation, l'inégalité liée aux politiques agricoles communes. Et c'est vrai que la présence d'un grand carnivore peut venir déstabiliser tout ça. Et si on prend le cas du loup, là où il y a des tensions potentielles à désamorcer, c'est dans les fronts de colonisation. Et ça c'est très clair, puisque il suffit pas de beaucoup de loups pour déstabiliser un système. Comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, la zone où la cohabitation, c'est pas qu'elle se passe le mieux, mais où on va dire les professionnels de l'élevage progressent, où l'effectif ovin-caprin progresse, c'est dans les Alpes, c'est-à-dire dans la zone de plus forte densité de loups. C'est quand même un paradoxe qui pourrait paraître assez étonnant. Et à l'heure actuelle, là où il peut y avoir en effet des grosses tensions, c'est dans des fronts de colonisation, surtout quand on a un contexte syndical qui est déjà électrisé. Je vous donne un tout petit exemple. Oui. Moi, j'ai parlé de mon département. Là, en l'occurrence, vous avez eu la gentillesse de passer deux reportages. Total on a eu des hasard. Attaques. Voilà, total hasard, mais que je connais du coup extrêmement bien, où on a eu en effet des passages avec des attaques vraisemblablement avérées, et on a, nous, les 4 représentants syndicaux, c'est-à-dire Coordination Rurale, FNSEA, Jeunes Agriculteurs et Confédération Paysanne, qui travaillent ensemble, et on travaille tous ensemble avec les services de l'État, d'ailleurs je tiens à le signaler. Dans le département juste à côté, les 2 départements, enfin pas très loin, la Haute-Vienne et la Corrèze, on a la situation de Millevaches qui est assez tendue, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, où on a un couple d'ailleurs assez étonnant, parce que pour la première fois on a identifié une femelle d'origine italo-alpine, donc des premiers loups qui sont revenus naturellement, avec un mâle d'origine germano-polonaise. Et bien là, on a des syndicats, et là en l'occurrence c'est principalement la Coordination Rurale, mais la FNSEA n'est pas très loin, qui eux ne cessent de mettre de l'huile sur le feu. Et ça c'est d'autant plus dramatique que, en fait, ça fonctionne comme des acteurs qui freinent les adaptations. Alors que quand on a des acteurs agricoles qui, sans dire qu'ils sont pour ou contre le loup, et ils ont même le droit d'être contre le loup, c'est leur droit le plus strict, et bien ils disent oui, mais on a un problème concret, qu'est-ce qu'on fait Trouvons sur des le solutions. terrain ? Exactement. Nous allons en parler dans un instant. Perrine Moutarde, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, juste pour dire qu'il y a, oui, effectivement, pour compléter, qu'il y a aussi un rôle de l'État dans organiser ce dialogue, parce qu'en fait, il y a un groupe national loup où tous les acteurs du dossier sont censés être représentés. Et là, par exemple, depuis 2 ans, les associations environnementales n'y vont plus parce que justement, elles trouvent que le dialogue a été rompu. Donc, il y a effectivement, quand on va voir un éleveur et qu'il vient d'être prédaté, effectivement, c'est hyper impressionnant et on comprend toutes ces difficultés, mais c'est vrai que c'est au niveau aussi des organisations syndicales, comme ça a été dit, et au-dessus, au niveau de l'État, d'organiser un dialogue possible. Alors, comme vous avez la parole, je vous propose de nous faire partager votre choix musical. Oui, alors c'est le titre Canopée du groupe Polo et Pan. France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. Canopée de Polo et Pan de cause à effet. C'est la suite de votre magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et à l'occasion de la parution dans les pages Planète du journal Le Monde de l'enquête intitulée Roumanie, tragédie au pays des ours, signée Perrine Moutarde. Eh bien, nous regardons du côté de ce monde sauvage à nos portes et nous questionnons la coexistence possible avec ces espèces, ours, loups, lynx, en France notamment, mais pas que. Avec nous donc Perrine Moutarde, Farid Benamouf, géographe
Leboeuf, chercheur associé au laboratoire Ruralité et enseignant en classe préparatoire. Il est spécialiste des conflits autour de la conservation du loup et de l'ours. Gilles Moine, directeur et co-créateur du centre Athénas, centre de soins pour la faune sauvage et spécialisé dans la réhabilitation et le suivi du lynx boréal. Et puis Nicolas Jean, directeur adjoint à la direction des grands prédateurs terrestres à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Il est aussi coordinateur de la brigade loup et ours. Nous avons commencé à regarder du côté des solutions. Nous avons compris aussi qu'il n'y avait pas forcément corrélation entre le nombre de loups abattus et la diminution de dégâts sur les cheptels. Et peut-être faut-il préciser d'ailleurs que les loups causent visiblement moins de pertes que les parasites ou les maladies comme la fièvre catarrhale qui en 2024 a provoqué la mort de plus de 500 000 brebis, plus que le loup en 30 ans. Farid Benamou, il faut peut-être se poser ces questions-là, c'est sur la prédation aussi. Est-ce que tuer plus, c'est la solution pour aider les éleveurs? Et puis, avant de regarder plus précisément sur les solutions, s'interroger aussi sur ce que ces grands animaux sauvages remplissent comme rôle dans les écosystèmes. Oui, alors tout à l'heure, Gilles Moine a dit quelque chose qui était tout à fait intéressant, qui concernait le renard et en fait qui peut s'appliquer aussi au loup, puisqu'il y a une étude lettonne, je crois, qui a montré en effet que en Lettonie, où l'espèce était strictement protégée et où ils ont obtenu des dérogations et ils ont repris des tirs beaucoup plus actifs et une chasse, eh bien on a constaté une augmentation de la reproduction et aussi une augmentation des individus disperseurs. Et alors que en général, dans la littérature, on trouve que ce sont plutôt les jeunes qui dispersent. Là, on a même constaté que des individus assez âgés pouvaient disperser. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on constate à l'heure actuelle en France, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand les loups sont en dispersion, ils peuvent faire plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, ce qui fait que à l'heure actuelle, on a tout le territoire national qui est potentiellement colonisable. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de tuer des loups ne donne pas forcément plus de marge de manœuvre, ne fait pas forcément diminuer la prédation. Il y avait beaucoup d'études qui ont été menées sur les grands carnivores. Il y en a même une thèse qui a été menée avec l'OFB et le CNRS sur les effets des tirs de loups, et sans vraiment donner une conclusion bien nette. Mais ce qui était très clair, c'est que dans à peu près un tiers des cas, on pouvait constater une diminution des attaques. Dans un tiers des cas, c'était assez stable. Et dans un autre tiers des cas, on pouvait même constater une augmentation. Et puis surtout, pour revenir à un exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est sur le plateau de Mille Vaches, il y a un loup qui est apparu, un seul loup qui est apparu en 2021. Il a fait beaucoup de dégâts, puisque justement la zone n'était pas vraiment préparée à cela. Très vite, des tirs ont été décidés et on a mis 1 an et demi à éliminer ce loup. Ça a été très difficile. Pendant 1 an et demi, en fait, on met dans la tête des éleveurs que ça va régler leur problème, alors qu'en fait, pendant cette année et demie, le loup il continue à faire des dégâts et les éleveurs, la plupart, ne s'adaptent pas. Il a été éliminé, et bien à peu près 1 an après, c'est pas un loup qui est revenu, mais c'est 2 loups. À l'heure actuelle, c'est un couple de loups que l'on a, et on n'a pas vraiment beaucoup avancé sur l'anticipation. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on perd du temps. On perd vraiment du temps. Nicolas Jean, sur ces questions, je pense que vous avez beaucoup de retours de terrain peut-être à partager avec nous. Je rappelle qu'à l'OFB, il y a une brigade mobile spécialisée dans le tir des loups et que effectivement, il faut savoir ce que l'on fait dans ces prélèvements-là. La désorganisation peut être encore plus nocive. Oui, alors c'est vrai que l'impact des tirs sur la dynamique des meutes et sur la reproduction d'espèces, on a malheureusement encore assez peu de recul en France sur ce qui se passe, mais bon, on a plusieurs hypothèses là sur le fait que ça puisse déstructurer les meutes ou que ça puisse favoriser la dispersion. Ça fait partie des hypothèses. Quoi qu'il en soit, le tir de certains loups sur des foyers de prédation peut parfois permettre d'apaiser une situation, puisque il faut quand même aussi intégrer la détresse des éleveurs qui, malgré la mise en place de mesures de protection, parfois subissent des attaques nourries et répétées sur leurs troupeaux.
Et à ce moment-là, effectivement, la solution du tir peut être la solution ultime, sous réserve, bien évidemment, qu'elle soit utilisée à cet effet et soit pas non plus prise comme une solution primaire de gestion du dossier, puisque c'est un petit peu plus complexe. Oui. Et ce que disait Farid est intéressant, et on a un cas similaire à celui du mille vaches sur la Saône-et-Loire, où en 3 années successives, il y a eu 3 prélèvements de loups sur des territoires quasi identiques. Et donc, en fait, il y a une telle dynamique actuellement en Europe de l'Ouest avec cette espèce, c'est que de toute façon, quand bien même on élimine un animal, un autre va pouvoir reprendre sa place. Et donc, il y a une vraie logique d'anticipation qui est complexe à intégrer pour les éleveurs parce que c'est une vraie modification de leur quotidien. Il faut l'avoir en tête aussi. La charge en termes de travail, en termes de fonctionnement, elle est effective. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un département qui soit à l'abri de l'arrivée d'un loup à une échéance assez courte, puisqu'on a une telle dynamique avec cette espèce. Alors pas forcément des couples, pas forcément une meute, mais en tout cas des individus qui parfois peuvent occasionner de lourds dommages sur des troupeaux qui sont gérés sans anticipation et sans mesure de protection. Oui, comme vous dites, il faut écouter aussi, aider les éleveurs, pour qui d'ailleurs le métier devient difficile et évolue. Il y a aussi des abus, des infractions à la loi. Comment sont-ils sanctionnés? Parce qu'il y a des abattages illégaux, du braconnage. Comment ça se passe dans ce cas-là? Des enquêtes semblent stagner. Il y a aussi un sentiment du côté des défenseurs d'impunité. Est-ce que on peut dire ça, Nicolas Jean? Alors non, on ne peut pas dire qu'il y a impunité, puisque dès lors qu'on a connaissance de faits, on initie des enquêtes et on met tout en œuvre pour qu'elles aboutissent. Néanmoins, on est sur des thématiques qui sont complexes, puisque ça ne vous échappera pas que en pleine nature, il est possible de réaliser des choses sans être vu, sans être pris, malheureusement. Quoi qu'il en soit, on met en place des moyens, on développe de la technologie, on travaille en saisine avec d'autres services de police. On utilise des techniques modernes, on est en train actuellement de développer des équipes cynophiles pour la recherche de toxiques, parce que malheureusement aujourd'hui les techniques de destruction illégale ou braconnage ont évolué, et c'est plus simplement avec le fusil du grand-père qu'on va tuer un animal à proximité de son troupeau ou de son secteur. Ça peut être de l'empoisonnement, ça peut être du braconnage de nuit, il y a tout un tas de méthodes qui se développent, et donc nos services sont fortement impliqués sur le sujet, et dès lors que une affaire aboutit, ça peut aller jusqu'à des peines d'emprisonnement et des lourdes amendes. Donc c'est un sujet qui est pris au sérieux. Néanmoins, il faut accepter que ce sont des enquêtes compliquées. Gilles Moine, pardon. Oui, en fait, je vais apporter un petit bémol à ce qui vient d'être dit. Je respecte le travail de l'OFB, et d'ailleurs, nous sommes une des associations à réclamer constamment une augmentation des effectifs de l'OFB, à protester contre le bashing OFB et à demander la formation d'enquêteurs. Mais nous avons constaté quand même depuis 2000 24 braconnages avérés, dont 2 seulement ont abouti à une judiciarisation, c'est-à-dire à un jugement. Sur ces 2 jugements, l'un a été cassé en appel pour vice de procédure. Donc, il faut bien admettre qu'on n'a pas les résultats qui amèneraient à une peur du gendarme, et il y a un sentiment d'impunité qui s'installe durablement dans nos campagnes concernant le lynx. Nous avons également recensé 76 disparitions de femelles qui correspondent à l'apparition de fratries, de jeunes orphelins. Des apparitions complètement déconnectées d'une collision routière, puisque par ailleurs nous recensons les collisions routières et nous avons une exhaustivité de recensement des collisions routières. Donc ces 76 disparitions de femelles peuvent sans aucun problème être attribuées à du braconnage. C'est selon nous ces orphelins qui apparaissent chaque automne, chaque hiver, sont la partie visible de l'iceberg. À ça, il y a une raison très simple. Depuis l'apparition du lynx, l'ensemble des responsables cynégétiques ont promis à leurs adhérents qu'ils obtiendraient très rapidement la régulation du lynx, l'inscription du lynx au tableau de chasse, et c'était une façon de calmer leurs extrêmes et puis de rester en place aussi. C'est une politique bien connue. Et du coup, on est arrivé à une situation dans laquelle les gens les plus extrémistes et les plus limités dans ces fédérations anticipaient cette décision
tout en ignorant qu'ils n'avaient aucune chance de l'obtenir. Donc on arrive maintenant à une cristallisation, on le ressent très bien au niveau du terrain, un monde de la chasse qui est majoritairement anti-prédateurs. Ça ne veut pas dire que tous sont prêts à passer à l'acte, mais on a régulièrement des actes qui sont à déplorer. Et on a par exemple encore 5 plaintes en cours, dont une pour un empoisonnement d'un individu que par ailleurs on avait relâché. Et cette plainte est en cours d'instruction depuis maintenant plusieurs années. On espère qu'elle aboutira avant la mort du prévenu, parce que quand même c'est important d'arriver à des jugements exemplaires. Et on mise beaucoup d'espoir sur la mise en place des PRE, des pôles régionaux environnement, qui vont juger des affaires sérieuse d'atteinte à l'environnement, à la biodiversité. Et il faut rappeler que ces grands animaux sauvages jouent un rôle dans les écosystèmes. Ils régulent ces écosystèmes en chassant, par exemple, de grands herbivores, permettent de réguler ces espèces-là. Tournons-nous dans les dernières minutes vers les solutions pour une coexistence harmonieuse. Mais je vous propose auparavant d'écouter ce reportage diffusé sur France 2, journal de 20h du 3 septembre 2023. Les éleveurs sont indemnisés 250 € par bête environ. Mais la suspicion a gagné les bergers. Là, il y a un truc noir au fond. Ouais, c'est un caillou encore. 3 gros chiens, des patous, surveillent le troupeau en permanence. Mais depuis cet été, cela ne suffit plus. À la tombée de la nuit, quand le danger devient plus grand, depuis quelques semaines, un autre berger prend le relais. Mais bon courage à toi, ouais. Merci, ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, bon courage. L'ours est protégé, impossible de le chasser. C'est à la lueur de sa lampe que le veilleur tente d'effaroucher le prédateur. La lumière aussi le dissuade. 5 minutes après, vous l'avez là, quoi. Dès qu'on est tout seul et dans le brouillard, moi il m'est arrivé de chanter des chansons pour me donner du courage, en me disant il va m'entendre. Et après, je me mets bien souvent en danger, en fait, ça c'est une évidence. Vous allez me dire pourquoi je fais ça, parce que j'étais berger et que je crois que ma place elle est en montagne. En fait. Depuis 20 ans, les attaques d'ours sur les troupeaux se multiplient dans les Pyrénées. 330 l'an dernier, un nombre qui sera dépassé cette année. Alors, y a-t-il trop d'ours dans les Pyrénées? Grâce à des pièges photos, ces spécialistes de l'Office français de la biodiversité les traquent. Alors, est-ce qu'il y en a un peu plus là du poil? Un poil pour découvrir peut-être un nouvel individu. Ah, peut-être ici. Pas faire de bêtises. Ouais, c'est un poil qui est typique, hein, qui est ondulé, plutôt brun et qui est clair à ses extrémités. 76 ours ont ainsi été identifiés l'an dernier. Cette année, au moins 6 oursons ont complété la population pyrénéenne. Alors, messieurs, je me tourne vers vous et rapidement, puisqu'il nous reste quelques minutes. Type de protection efficace, brigade de bergers mobiles, des aides, des parcs électriques, gardiennage, installation de clôture, chiens de protection. Comment vous voyez les solutions pour aujourd'hui et pour demain? On peut peut-être commencer par vous, Farid Benamou. Déjà, je pense qu'aussi il faut laisser l'environnement se reconstituer déjà, parce que si je prends, moi je reviens des Asturies, hein, qui est une zone où il y a des densités beaucoup plus fortes d'ours, et en plus vous avez les loups, mais comme vous avez toute une faune sauvage qui est étonnamment riche, et ben vous avez aussi des animaux domestiques, alors principalement des bovins et des équins, qui cohabitent et qui sont sur les mêmes territoires, exactement les mêmes territoires. Et c'est vrai que quand la faune sauvage a déjà beaucoup de nourriture, c'est-à-dire quand les carnivores sauvages ont déjà beaucoup de nourriture dans le milieu naturel, et forcément ils auront moins tendance à aller sur les animaux domestiques, qui en plus eux meurent aussi naturellement et qui fournissent aussi une nourriture. Et puis comme vous l'avez évoqué, bien sûr, vous avez les chiens de protection et la présence humaine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les zones de forte densité à l'heure actuelle de loups en France, ce sont des zones où on a l'élevage qui survit le mieux par rapport au reste de la France. Ah oui. Nicolas Jean, travailler aussi avec les acteurs impliqués, les intégrer, donc chasseurs, agriculteurs, éleveurs, forestiers, population locale. Il faut mettre tout le monde autour de la table et trouver des solutions et générer une meilleure acceptation.
Oui, vaste projet que de parler d'acceptation, mais quoi qu'il en soit, sur le plan technique, en tout cas, les solutions existent, hein, et Farid l'a bien expliqué. À l'heure actuelle, ce sont dans les départements alpins où, malgré la présence, l'omniprésence du loup sur les territoires, on constate une stabilité, voire une baisse des dommages. Donc ça démontre que le système est relativement fonctionnel, et que ce soit les mesures de protection actives ou passives évoquées tout à l'heure. Oui. La plus grande difficulté, c'est le changement, quoi. C'est-à-dire que pour des élevages qui sont parfois en état de précarité économique ou en termes de charge de travail, c'est compliqué d'admettre d'être obligé soit de regrouper les lots, soit de mettre des chiens, soit de refaire des clôtures. Donc c'est sur du long terme qu'on travaille, hein, malheureusement. La prédation, elle est immédiate, donc les éleveurs la subissent, mais la solution, elle est quand même sur un temps un petit peu plus long. Et dans les Alpes, ça a mis plus de 20 ans à, entre guillemets, se normaliser, hein, pour que les dispositifs fonctionnent. Ah oui. Donc, indemnisation et aide, en tout cas, sont nécessaires. Voilà, l'indemnisation, c'est un palliatif, ça permet mais les aides à pour se protéger. D'accompagner, voilà, la protection. Mais derrière, oui, ce sont des mesures techniques. Et puis, sans doute qu'à terme, on trouvera aussi de nouveaux outils pour faciliter le travail des éleveurs dans ces situations-là. Oui. Gilles Moine, alors on n'a pas parlé du fait que vous travaillez aussi avec des municipalités, des communes qui acceptent de mettre des panneaux de signalisation, parce que vous en parliez, hein, il y a les collisions aussi routières. Il faut restaurer des habitats, favoriser des corridors, des continuums écologiques. Tout cela, c'est travailler aussi avec les élus. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qui a été mis en évidence par le diagnostic mené par l'UICN et l'OFB, d'ailleurs, c'est qu'il est nécessaire de lutter contre les causes de surmortalité du lynx, restaurer les continuités et restaurer aussi la viabilité génétique de l'espèce, qui passe aussi par la restauration de continuité. Donc, pour ça, un des moyens, effectivement, consiste à lutter contre les collisions routières en sensibilisant les usagers grâce à un travail avec les communes et puis aussi avec les gestionnaires d'infrastructures, comme nous le faisons avec les gestionnaires d'autoroutes. Bien sûr. Mais pour la cohabitation, d'une façon plus globale, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du lynx vis-à-vis des élevages domestiques. Pendant, comme l'a rappelé Farid, c'est pendant la phase de colonisation qu'on a une majorité de problèmes. Le lynx, on a connu cette phase pendant la colonisation du massif. On est maintenant à une situation apaisée, aussi parce que la prise en charge à la fois la prise en charge, disons, de la charge émotionnelle était correctement faite, et puis parce que l'indemnisation intervenait rapidement. D'accord. Maintenant, pour une cohabitation apaisée, il faut une population cantonnée, et puis aussi gérer de façon raisonnée la faune sauvage et ne pas augmenter les quotas de tir de la faune sauvage, ce qui a été fait dans le Doubs contre toute raison. Merci Gilles Moine. Je laisse la parole, le dernier mot à Perrine Moutarde. Est-ce que en Roumanie, il vous a semblé qu'il y avait peut-être des villes modèles, des solutions ? Oui, il y a une toute petite ville, la plus petite ville de Roumanie, qui est en plein corridor écologique où il y avait énormément de conflits. Et en fait, le maire s'est remonté les manches en 2021. Et donc, ils ont mis en place plein de solutions techniques. Donc, ils ont mis des clôtures électriques autour des maisons, des poubelles sécurisées, des colliers GPS, etc. Mais en fait, le maire, quand on lui demande, le plus important pour lui, c'est qu'il a enrôlé la population qui a voulu participer et la volonté politique. Merci beaucoup Perrine Moutarde. À lire absolument votre reportage intitulé Roumanie, tragédie au pays des ours, à trouver sur le site de l'émission et sur lemonde.fr. Merci Farid Benamou, Gilles Moine, Nicolas Jean. Toutes les informations, les liens vous concernant, articles, livres sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où vous trouverez d'autres podcasts en lien avec le sujet, bien sûr.